De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2017 et c'est De quoi je me mêle. Comme chaque vendredi, vous le savez, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech sur rmc.fr version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Et sur YouTube. Au menu, tout à l'heure, nous allons aller en Chine, les amis, avec Raphaël Grabi et Christopher Simonelli. Ils vont nous expliquer comment on fabrique un smartphone aujourd'hui du côté de Shenzhen. Ils ont visité des lignes de production. C'est comme ça qu'on appelle, en fait, toutes les étapes où on fabrique les téléphones. Et vous verrez, c'est passionnant. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. DQJMM. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse Haïti. Avec à ma gauche aujourd'hui Pierre Fontaine. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça faisait un moment dans De quoi je me mêle, ça fait plaisir. Super Pierre. longtemps, trop longtemps. Trop longtemps. À ses côtés, c'est Eric Le Bourlou. Vous le savez, chaque vendredi, il est à mes côtés pour ce club de la presse Haïti et le débat. Bonjour, Bonjour. Eric. Rédacteur en chef donc de 01net.com. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Gonzague d'Ambricourt ce vendredi. Salut Gonzague. Tout va bien ? Tout va très bien. Pour tout vous dire, Gonzague vient en vélo à chaque fois. Et ça, moi, je suis impressionné. Il faudrait que je vienne moi aussi en vélo. Peut-être moins le malin cet hiver. Ah oui, là, ça va être où tu viendras avec ta doudoune. Voilà. Pas grave. Aujourd'hui, les amis, on va pas parler de vélo, on va pas parler de doudoune, mais on va parler en ce 3 novembre de la sortie de ça. Regardez, il est là. Et je tiens à remercier Nicolas, qui est à la rédaction de 01net et qui s'est précipité ce matin. Il avait précommandé sur le site d'Apple. Il est allé le chercher. C'est l'iPhone 10. Et ce débat de quoi je me mêle va être consacré à l'arrivée de ce téléphone tant attendu. Et vous savez, il marche avec le True Depth, ce téléphone. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, Nicolas va s'approcher, vous allez voir. Et en théorie, il va se déverrouiller tout seul. Nicolas, on compte sur toi. Ça y est ? Non, ça n'a pas marché. Il y a eu trop d'essais. Il y a eu trop d'essais. Eh oui, et là, on se retrouve avec le bug que notre ami Greg Federighi avait eu lors de la keynote. Ça y est ? Ah non, mais voilà. Et là, il est déverrouillé donc avec le True Depth, qui est ce système en fait de scan du visage pour déverrouiller le téléphone. Puisque regardez-le, si vous êtes avec nous toujours en vidéo, en bas, il n'y a plus de Touch ID. Pas mal de choses donc à dire concernant ce nouvel iPhone. Avec Pierre qui l'a depuis quelques jours, Oui. voilà, puisque les tests se poursuivent ici à la rédaction Se de termine 01net.com. surtout. Ça y est, le Ça, test c'est va bien. être mis en ligne à bientôt. Oui, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, voilà, vous saurez tout sur ce téléphone. Et puis Gonzague, alors toi tu l'as pas encore eu en main, Non, pas mais encore. tu connais bien évidemment la Galaxy Apple, peu. donc tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Merci Nicolas, je te le rends parce que voilà, Nicolas il vient d'avoir son téléphone, donc autant vous dire qu'il dort avec là, ce qui est tout à fait normal. Mais on va peut-être commencer par Eric Le Bourlou qui a un avis assez tranché concernant ce téléphone. Tu me disais tout à l'heure que l'iPhone 10 ça te fait pas rêver. Non, c'est vrai que ça me fait pas rêver. Je me suis pas, contrairement à d'autres iPhones précédents, je me suis pas rué dessus quand il est arrivé à la rédaction. Est-ce que même tu si j'ai envie t'étais d'aller le rué voir. sur l'iPhone 8 déjà? Oui, non, mais en fait, finalement, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, mais finalement, je trouve, si j'avais aujourd'hui un iPhone à acheter, j'achèterais plutôt un iPhone 8 finalement qu'un iPhone 10, parce que, aussi par une question de prix. C'est aussi pour ça que je trouve pas ce téléphone si intéressant que ça, parce qu'il est tellement cher que je trouve que c'est abusé, quoi, on va dire. Rappelons les prix, Pierre. 1159 pour le 128 Go. Alors, tu vas t'es trop pas fort. obligé de chuchoter. Hein. 1159 €. Non, c'est de la peine à le dire. Quand même. Oui, c'est ça. 1159 € pour le modèle 128 Go. 64 Go, gigas, pardon, et 64 256 Go, c'est 1300. Et des 29. brouettes. 1329. 29. Merci Nicolas. Il a pris le 256 gigas. Ben voilà, 1300. Mais Voilà. il a mange des un pâtes rein ce en moins, midi. là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il vient d'être opéré aussi. Voilà. Et en fait, il est venu torse nu parce qu'il a vendu sa chemise en fait pour pouvoir acheter le téléphone. Donc un prix, on l'a dit, stratosphérique. Mais d'après ce que j'ai compris, les précommandes sont monstrueuses. Même Tim Cook est monté au créneau en disant on n'a jamais vu ça pour les précommandes Oui, mais d'un iPhone. Est-ce que tu crois qu'un jour il va dire on n'a aucune précommande Ça fait aussi Non, partie mais il de leur pourrait com. fermer sa gueule. En Non, même temps- enfin, il pourrait très bien dire, il pourrait Non, rien parce dire que- du tout. Je sais pas, parce que même quand on sait pas les Ils n'ont chiffres- jamais dit on a mais ils battu donnent les jamais records les- de vente d'Apple Watch, par exemple. Oui, mais ils disent on en vend Si, plein. ils l'ont dit ça. Ils Ouais, l'ont dit Oui, c'est vrai. Et Ah puis ils disent quand même on en vend plein, mais on n'a jamais su combien. Donc c'est très intéressant. Ça fait comme partie de leur strat. Après, peut-être que ça marche bien. Non, mais il a l'air en tout cas d'avoir un peu de succès, puisque là, on voit des
file d'attente assez énorme. Alors pas en France parce que il y a pas de possibilité vraiment de l'acheter à Paris dans les Apple Store, mais en revanche dans différentes villes du monde, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire la queue pour l'acheter. Et en même temps, rappelons que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, ça arrache pas vraiment. Donc il faut bien que la nouvelle génération iPhone, qui a quand même la composée de 3 éléments cette année, il faut bien qu'elle ait quand même un certain succès. Donc heureusement qu'il y ait des précommandes élevées pour l'iPhone 10, parce qu'autrement, Apple, qu'est-ce qu'il va lui rester, quoi. Voilà, Apple qui vient de communiquer des résultats Il financiers. ne faut pas oublier ce point-là, quoi. Ils vont leur rester les services, puisqu'apparemment, ils se font beaucoup d'argent avec ça. Donc ça, c'est quand même cool. Ils font plus d'argent que la vente d'iPad, d'Apple Watch et de ça combiné. C'est quoi? C'est les applis c'est le cloud, c'est la musique, etc. C'est la musique, etc. Donc voilà, ça devient un vrai volet de croissance. Oui, ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais oui, c'est de plus en plus mis en avant, et c'est effectivement on va dire que c'est un bon accompagnement des appareils qui continuent à vendre, même si leur cœur de métier reste le produit. On voit bien que le service, maintenant, ils le mettent bien en avant, et ça change leur stratégie sur plein d'autres points, notamment l'intelligence artificielle. Eric le disait, en ce vendredi 3 novembre, aujourd'hui, je vais dans un Apple Store, je veux acheter un iPhone 10. C'est pas possible. En France et en Belgique, non, c'est pas possible à cause. Rappelons pourquoi. Alors c'est lié à l'état d'urgence qui n'est plus l'état d'urgence, mais en fait, il n'est plus possible de faire des queues comme il y en avait devant des magasins, et donc de fait, seules les personnes qui en avaient précommandé en ligne seront servis. Il n'y a pas de stock en magasin. Ils ont reçu un mail en leur disant vous pouvez venir chercher votre smartphone. Mais il n'y a pas de stock en magasin pour des personnes qui voudraient venir l'acheter, comme on voit parfois qu'il y a des gens qui repartent avec 5 ou 6 appareils qui vont les revendre. Même si on se met à genoux devant le vendeur et qu'on lui dit s'il vous plaît monsieur, j'aimerais bien un iPhone 10, regardez j'ai les billets. Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Non. D'accord. Alors qu'aux USA, on le voit, là, il n'y a pas toutes ces mesures de sécurité. Il y a malgré tout des gens qui font la queue pour acheter cet iPhone. Donc il y a du stock malgré tout. Parce qu'on avait cette crainte de se retrouver avec très peu de téléphones, mais il y a du stock. Alors c'est très difficile d'être dans la ligne d'approvisionnement d'Apple, mais Ming Chi Kuo, qui est quand même un analyste qui est très pointu et très spécialisé dans tout ce qui touche à Apple, avait annoncé qu'il y aurait entre 2 et 3 millions d'unités au lancement de l'appareil, ce qui est finalement pas grand-chose quand on sait que sur les générations précédentes, alors pas sur le 7 parce qu'il n'y avait pas eu de chiffres, mais sur les premiers 3 jours, il y avait plus de 15 millions qui étaient partis, plus de 15 millions d'appareils qui étaient partis en 3 jours. Donc quand on a 2-3 millions, on sait qu'on ne va pas satisfaire tout le monde. Donc effectivement, il y a des queues, il y a des gens qui vont être satisfaits et d'autres qui ne le seront pas. Eric, donc le prix, toi tu trouves que c'est trop cher, donc c'est simplement cet argument, parce qu'on va peut-être revenir sur le discours aussi d'Apple. Apple a dit, et on s'en souvient très bien lors de la keynote, ceci c'est le smartphone du futur. Oui. Oui, c'est le smartphone du futur. En fait, ce qui est vraiment nouveau dans ce smartphone, c'est son design. Moi, j'ai plutôt tendance à m'en foutre un peu du design des téléphones. En vrai, c'est sympa, il est très beau, c'est très joli. Encore que on peut contester cette petite encoche en haut. Mais en vrai, moi, ce que je lui reproche surtout, c'est qu'il n'apporte pas vraiment de nouvelles fonctions complètement utiles. Alors, on en a beaucoup discuté, y compris ici. Oui, il y a des nouvelles choses. Oui, on peut le déverrouiller avec son visage. Ok, on peut le déverrouiller avec son visage. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de nouvelles fonctions associées, en tout cas pour l'instant. Alors on espère que les développeurs vont s'y coller et qu'on va trouver plein de super applis qui vont profiter notamment de ça. Mais en vrai, qu'est-ce que je vais faire de plus avec cet iPhone, à part le déverrouiller avec mon visage et avoir un caca emojis, Oui, un caca animé. Je peux faire un petit caca animé et discuter en caca animé avec mes copains. Rappelons ce que c'est-à-dire qu'on peut se transformer notre visage en emoji, qui va être animé parce que si on bouge les lèvres, on ferme les yeux, etc., l'emoji va faire exactement ce qu'on fait avec la tête, en fait. Et ça, c'est dû à la technologie TrueDepth. Oui, tout à fait. Voilà, on voit le petit caca animé. Il n'y a pas caca. Il y a un petit robot, une licorne, enfin plein de bestioles. Il y a une dizaine de bestioles. Mais effectivement, alors sachant quand même que le principe est sympa, mais il est limité à 10 secondes. On envoie des messages que 10 secondes. Alors quand on a un message un peu plus long à passer, il faudra trouver une solution. Morceler. Plusieurs cacas. Ouais. Donc Eric, toi, t'es pas fan parce que, trop cher. Le design, voilà. J'avoue, non, mais je trouve que c'est un très beau téléphone. C'est très bien d'avoir un si bel écran, etc., dans un format compact. Mais bon, voilà, ça va pas me révolutionner la façon dont j'utilise un smartphone au quotidien. Tout ça pour un prix qui est hyper cher. Donc, je vois pas trop l'intérêt de me payer ce smartphone aujourd'hui, quoi. Gonzague et Pierre, le smartphone du futur, c'est l'iPhone 10 ?
Le smartphone du futur ne sera que dans le futur. Là, on est quand même dans l'instant présent. D'ailleurs, je crois qu'il disait. Ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, je crois qu'ils disent que c'est pas le smartphone du futur, ils disent que c'est le futur du smartphone, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais néanmoins, grosso modo, ils ont derrière eux un smartphone qui a défini un monde pendant 10 ans. Et là, ils voient bien que les choses commencent à se compliquer, qu'il faut relancer la production et la bête. Et puis refaire rêver les gens. Voilà, et refaire rêver les gens. Voilà, alors, est-ce que c'est un smartphone vraiment futuriste ? Moi, je dirais qu'on commence à voir des pistes du futur, effectivement. On voit notamment avec la réalité augmentée, qui est un peu plus présente et un peu plus performante avec l'iPhone 10, même si c'est assez proche de ce que propose l'iPhone 8 Plus. Oui, parce qu'il y a le même processeur. Il y a le même processeur, il y a une optique un petit peu meilleure, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail là maintenant. Mais donc, il y a la réalité augmentée, il y a ce Face ID qui est, on va dire, d'un point de vue purement théorique, plus sûr que Touch ID. D'un point de vue pratique, moins pratique. Ça, c'est une réalité. Ah, ça, c'est quand même une info. C'est-à-dire que depuis quelques jours, tu le testes, c'est moins pratique Face ID que Touch ID. C'est moins pratique. Moi, je vais citer Bill Gates qui avait écrit un livre qui parlait de l'informatique à la vitesse de la pensée, qui permettait de faciliter, d'accélérer les choses. J'ai horreur qu'un objet informatique me ralentisse. Et Touch ID, pour moi, c'est je le prends dans ma poche, j'ai le doigt dessus, ça arrive devant mes yeux, c'est débloqué, je fais ce que je veux. Face ID, c'est pas le cas. Face ID est, dans le pire des cas, quasiment 2 fois plus long que Touch ID. Et ça se ressent à l'usage ? Ah oui, c'est 2 fois plus long, donc on attend pas des heures. Mais au lieu que ça prenne moins d'1 seconde, ça prend 1 seconde et demie au maximum, ou 1 seconde et quelques centièmes au minimum. Donc c'est plus lent. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa, c'est plus sûr, mais c'est moins fluide. Et on va attendre la prochaine génération. Rappelons-nous que le Touch ID, la première génération de Touch ID, avait beaucoup de ratés, était très lente à reconnaître, et ça s'est bien amélioré avec la deuxième génération. Donc Face ID va certainement suivre le même chemin. Mais néanmoins, voilà, on a un bout de futur, mais c'est pas encore parfait. La réalité augmentée, on a un bout de futur, mais c'est encore un petit peu tâtonnant. Et donc oui, effectivement, je comprends ce qu'ils veulent dire au-delà de leur discours marketing en disant que c'est une vision du futur des smartphones. De là à dire que c'est le smartphone du futur, non, pas du tout, je suis pas d'accord. C'est un smartphone de 2017 qui, pour beaucoup de choses, alors, il y a un écran OLED qui est absolument splendide, meilleur que ceux de la concurrence sur plein de points, notamment la colorimétrie. Néanmoins, un écran OLED, ça fait un moment que la concurrence en a. Un écran OLED bord à bord, ça fait un moment que la concurrence en a, etc., etc. Donc, ils raccrochent les wagons. Ils ont leur savoir-faire qu'ils ont développé avec le LCD pour pousser la technologie un petit peu plus loin. Donc, très bien, on a effectivement quelque chose de vraiment... C'est pas le même écran qu'un Samsung, par exemple. C'est fait par Samsung, mais en fait, ça a été customisé par leur savoir-faire. Apple qui a dicté son cahier des charges à Samsung. Qui a dicté son cahier des charges, qui a introduit les technologies qu'il a développées sur les iMac, puis sur les iPad Pro, notamment la technologie P3, qui permet un gamut de couleurs super large et une fidélité des couleurs très proche de la réalité. Donc effectivement, en termes de rendu des couleurs, l'iPhone 10 est bien meilleur que le S8, par exemple, que le Galaxy S8. On a fait nos tests et c'est incontestable. Néanmoins, c'est pas un téléphone du futur. Ça fait combien d'années qu'on a des téléphones bord à bord de OLED chez la concurrence ? Ils ont raccroché les wagons, redéfini quelque chose. À 400 €, oui, voilà. Aujourd'hui. Et effectivement, la disparition du Touch ID laisse plus de place et fait qu'on repense l'ergonomie et certains usages. Mais c'est un futur de l'iPhone et pas du smartphone en général, non. Alors, le futur du smartphone, Gonzague, l'iPhone 10 ? Déjà, c'était très très intéressant tout ça, donc j'aurais peut-être plus rien à dire. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec Eric sur la partie prix, parce qu'on l'a déjà vu, un Samsung haut de gamme, ça coûte aussi une fortune, et plus de 1 000 €. Donc que tout le monde se choque de dire oh là là, machin, un SMIC. C'est vrai que le Galaxy Note 8 dépasse les 1 000 €. Hein. C'est très cher, mais les produits haut de gamme concurrents coûtent aussi très cher. Donc, on ne peut pas se focaliser juste sur ça. Après, je suis aussi c'est moins cher. Si tu prends un Galaxy S8, par exemple, est aujourd'hui beaucoup moins cher que son prix de lancement. Là, les smartphones Samsung ont tendance à baisser de prix assez vite. Oui, mais là, on est au lancement. On sait très bien qu'il ne changera pas. Non, mais Apple ne baisse jamais les prix de ses téléphones. C'est-à-dire qu'on sait que jusqu'à l'année prochaine... Sachant que, moi j'ai l'impression, et ça a été plus ou moins confirmé par Dani Riccio récemment, c'est une année assez particulière parce que ce téléphone, qui est donc en très très haut de gamme, il a été un peu rajouté. Alors soit il a été dit récemment qu'il devait sortir l'année prochaine et finalement ils ont réussi à le glisser dans ce calendrier. Mais on sait aussi qu'ils n'avaient pas suffisamment de dalles OLED pour faire une gamme complète
avec de l'OLED. Donc peut-être qu'ils ont constitué une gamme un peu comme ça et qu'ils l'ont mis en très très haut de gamme, très cher, parce que de toute façon, c'est une année exceptionnelle et qu'on va revenir à un nombre de smartphones plus réduit l'année prochaine, avec peut-être des prix qui baisseront. On peut l'espérer. Excusez-moi, c'était un petit... Gonzague. Oui, donc non, sur la partie smartphone du futur, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas énormément. L'intégration de la reconnaissance du visage, etc., c'est cool si c'est super fluide à l'usage, mais aujourd'hui, quand on prend son téléphone, on est déjà en train d'appuyer sur Touch ID pour le déverrouiller. C'est ce que donc disait Pierre, on c'est initie vrai. Ouais. déjà ce process. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la reconnaissance du langage naturel, le fait que l'intelligence artificielle fasse vraiment quelque chose. En fait, c'est pas juste de faire des emojis animés. Et ça, c'est pas que contenu dans le téléphone, ni dans son physique en lui-même. Et pour moi, le futur du téléphone, c'est ça. C'est le téléphone qui a toujours la bonne info au bon moment, etc. Enfin, le truc pertinent. Oui, qui anticipe un peu tes besoins. Tu vois, il parlait du bouquin où l'informatique te ralentit pas. Et ben pour moi, l'informatique et la techno t'augmente à partir du moment où c'est hyper contextuel, c'est malin. Et donc ça, c'est plus logiciel que l'esthétique d'un bel écran bord à bord. Après, l'appareil est magnifique et j'adore l'idée d'avoir une très grande surface d'écran dans un truc moins encombrant que ça. Puisque l'iPhone 8 Plus, ça fait quand même sa taille et son poids, puisqu'il a pris du poids au passage. Mais voilà, smartphone du futur, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais on a l'impression que Apple, comme tu disais tout à l'heure très justement, raccroche les wagons en prenant donc en fait ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire du bord à bord, des écrans très grands dans des gabarits téléphones qui sont étroits. Donc forcément, on enlève le Touch ID. C'est-à-dire que là, ils ont fait un choix délibéré. On perd peut-être en confort, mais on va peut-être plaire au plus grand monde et surtout suivre la tendance technologique du moment. C'est le fait d'avoir de grands écrans bord à bord et à plus avoir la place de ce Touch ID. Mais est-ce que c'est le bon choix? C'est ça la question. Je sais pas, parce que c'est bizarre enfin, en tout cas, je trouverais ça bizarre de raisonner comme ça, de dire on supprime un truc qui marchait très bien juste pour une autre raison qui n'est pas forcément si bonne que ça. Tu vois, le Touch ID, ça marchait. Mais enfin, Apple a déjà supprimé du truc qui marchait très bien parce qu'ils avaient décidé de passer à autre chose. Bien sûr, mais et là, ils peuvent. Le mini jack, c'est quand même assez dingue. Les lecteurs de disquettes, les lecteurs de CD. Voilà, ils n'ont jamais hésité quand ils avaient la certitude que en tout cas, l'avenir de leur produit était dans une direction, à sauter un pas. Enfin, on a rarement vu des changements de processeurs aussi nombreux que chez Apple. Enfin, je veux dire de type de processeur. On n'a jamais vu des adoptions de technologies aussi en amont que chez Apple, etc., etc. Et là, effectivement, on avait un Touch ID qui donnait totalement satisfaction, mais qu'il aurait fallu peut-être mettre à l'arrière, mais ça leur convenait pas. Donc, ils ont dit, en plus, on a une technologie à laquelle on croit. On a racheté PrimeSense il y a quelques années. PrimeSense, c'est ceux qui avaient fait les grosses boîtes des Kinect là, qu'on branchait à sa console. Ils ont racheté cette start-up israélienne, et c'est pas un hasard s'ils l'ont fait. Ils l'ont fait il y a très longtemps, donc ils avaient déjà cette idée en tête. Donc ils se sont dit, la prochaine étape biométrique, c'est plus le doigt, c'est le visage. Et avec les contraintes que ça a, parce qu'il ne faut pas cacher sa bouche, ses yeux, son nez, etc. Mais ils pensent que c'est ça, ils pensent que c'est plus sûr, et ils l'imposent. Ils auraient pu peut-être faire un double, un Touch ID au dos et Face ID, mais on sait bien quand on a deux technologies, finalement, on n'en adopte pas vraiment une. Ça aurait peut-être encore augmenté le prix du téléphone. Peut-être aussi. Non, c'est plus possible de l'augmenter. Non, c'est plus possible. Ça, je ne suis pas sûr. Oui, mais avec Apple, il faut jamais dire. On peut enregistrer ce morceau et là, puis le ressortir l'année prochaine. Voilà. C'est clair. En tout cas, moi, ce que j'en retiens et ce que j'aime bien de ce qu'ils font dans leurs produits depuis longtemps, c'est l'exécution. Tu vois, des concurrents qui font des téléphones bord à bord et machin, et Samsung qui fait des lecteurs des trucs qui permettent de reconnaître ton visage. Ils l'ont fait, sauf que tu mettais une photo devant. Oui, ça marchait très mal. En l'occurrence, l'exécution ça marchait très bien avec une photo, c'est ça le problème. Pour le coup, ils ont particulièrement soigné les choses, et en fait, ils ont travaillé en faire en sorte qu'effectivement il y ait une reconnaissance en 3 dimensions du visage, ce qui fait qu'on ne peut pas, avec une simple photo, on a essayé, ça ne marche pas, on ne peut pas tromper l'appareil. Ils ont même travaillé à ce que des masques en latex relativement réalistes du visage ne puissent pas tromper l'appareil. Il y a vraiment il y a eu toute une recherche derrière. Voilà, peut-être que demain le Chaos Computer Club va hacker ça en 2 secondes, peut-être, mais néanmoins, et c'est d'ailleurs fort probable, mais néanmoins, si on regarde juste sur les chiffres, le Touch ID, c'est info positif toutes les 50 000 personnes. Là, c'est info positif, c'est-à-dire une personne qui n'est pas la personne qui devrait déverrouiller qui déverrouille toutes les 1 million de personnes. Donc, effectivement, il y a un saut en sécurité. Il y a un saut en sécurité. Mais effectivement, le problème, c'est que première génération oblige peut-être, on perd en praticité. En général, plus de sécurité, c'est moins de facilité pour l'utilisateur. C'est toujours aussi ce problème, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus secure.
mais ce n'est pas pour ça que c'est plus attirant pour les gens, parce qu'en fait, souvent, plus on met un mot de passe compliqué, plus c'est compliqué d'un point de vue sécu, plus c'est ennuyeux à utiliser, et plus c'est contraignant. Et plus c'est abandonné, et plus la sécurité est mauvaise. Exactement. C'est généralement comme ça que ça se passe. Après, effectivement, moi, par contre, on ne peut que, je peux que saluer la performance technique d'avoir déjà pu mettre un petit capteur qui va aller prendre 30 000 points de votre visage. C'est d'un point de vue technologique, c'est génial. C'est hallucinant. C'est génial. Moi, ce que je reproche à ça, c'est l'usage. C'est-à-dire que pour l'instant, l'usage de tout ça, il n'est pas vraiment là. À part ces animojis, des applications qu'on va peut-être voir arriver, j'espère qu'on va voir arriver, qui pourront effectivement donner envie, en tout cas à moi, d'acheter ce téléphone. Pour l'instant, l'usage, je le vois pas vraiment en fait. Alors aujourd'hui, donc c'est pour déverrouiller son téléphone. Et d'ailleurs, les animojis, pour payer aussi. Pour payer, bien Voilà, sûr. Apple Pay, voilà, puisqu'on n'a plus de capteur d'empreinte. Donc pour payer, si vous avez l'habitude de payer, ça sera simplement avec votre visage. D'ailleurs, je voudrais juste parler d'un truc à propos de ça, c'est-à-dire que Pierre parlait de Kinect. En fait, Kinect, c'était génial. La technologie était super. Mais on n'a jamais su. Kinect, c'est fini aujourd'hui. Microsoft ne parle plus de Kinect. La Xbox One X, là, ils ont intégré les technologies de Kinect dans HoloLens, etc. Mais ils n'en parlent plus. Donc Kinect a été un fail malgré sa performance technologique à l'époque. C'était un bid absolu. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu de réellement d'usage. La techno marchait plus ou moins bien. Ça marchait assez bien. Ça marchait bien. Mais c'est vrai que pour les jeux, on s'est rendu compte que à part jouer au tennis avec sa main comme ça et encore, voilà. Ça, et devoir remodeler ton salon à chaque fois que tu veux jouer, c'est quand même un peu une contrainte. Un peu embêtant. Mais là, effectivement, les usages. C'est pas facile. La technologie TrueDepth, c'est quand même ouverte aux développeurs tiers, donc on verra ce qu'ils apporteront. Mais il y a quand même là, sans être complètement emballé, il y a quand même un usage qui est la sécurisation de l'iPhone, qui est quand même là, qui est opérationnel. Et en tout cas, moi, les quelques jours où j'ai pu l'utiliser, j'ai pas eu de problème à me faire reconnaître. Ouais. Eric, à ton avis, c'est branle-bas de combat chez Samsung et chez tous les autres. Est-ce qu'ils vont suivre Apple et est-ce qu'on peut imaginer que cette techno TrueDepth ou alors une autre techno qui est ressemblante arrive sur, par exemple, le Galaxy S9 ou sur tous les autres téléphones? Est-ce qu'ils vont suivre cette voie-là? C'est difficile à dire. C'est une possibilité, oui. Mais après, effectivement, il faut que ce soit... Donc, pour le coup, Apple a bien blindé sa techno pour que ce soit effectivement sécure et tout. C'est pas forcément évident à faire. Honnêtement, on peut aussi voir une autre voie. Enfin, moi, je pense que une techno de capteur d'empreinte sous l'écran pourrait être aussi efficace que ça. Peut-être que ça va être la voie qu'ils vont choisir. Ça va être aussi une voie qui avait été explorée par Apple, apparemment. Alors rappelons ce que c'est pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que en fait on pose le doigt sur l'écran animé, c'est-à-dire que là il n'y a plus en fait il y a des micro-perforations. Alors je pense qu'il y a quand même une zone dédiée parce qu'il faut quand même un lecteur en dessous, mais il y a des micro-perforations dans la dalle OLED, c'est-à-dire qu'entre les pixels il y a des petits trous pour laisser passer la lumière, et à partir du moment où on met son doigt, on a un capteur en dessous qui va pouvoir, une caméra, tout bêtement, en simplifiant, c'est une caméra qui va reconnaître le doigt en disant c'est la bonne empreinte digitale et qui va déverrouiller, mais cette caméra elle est placée sous la dalle avec donc ces tout petits trous qui laissent passer la lumière et donc qui laissent fonctionner la caméra en fait. Et Gonzague, il y avait cette rumeur, comme quoi Apple travaillait sur cette techno. Jusqu'au dernier moment, on imaginait même, tous les espèces de visionnaires, qui avaient des informations que nous, on n'avait pas imaginé ce téléphone-là. Et puis, voilà, pourquoi ça n'existe pas? En fait, la techno existe apparemment, parce que d'après ce que j'en ai lu, c'est juste que pour l'instant, c'est beaucoup plus lent qu'un lecteur d'empreintes classique et que c'est pas très intéressant à utiliser pour l'instant. Il y a des technos qui existent, c'est juste qu'en fait, pour l'instant, elle n'est pas hyper efficace, quoi. Donc, et elle n'est pas encore au point, voilà. Mais pourquoi pas suivre cette voie-là. Mais par contre, là où effectivement la concurrence pourrait suivre, c'est effectivement si on développe d'autres usages que pour l'identification. Si demain, par exemple, Snapchat ou Instagram trouvent des fonctions hyper cool avec le capteur en façade de l'iPhone, évidemment que tous les gens, tous les millennials qui utilisent ça en permanence vont vouloir utiliser l'iPhone 10 et ses nouvelles fonctions. C'est déjà le cas. Il y a une version de Snapchat qui permet d'avoir des masques hyper collés à la peau, quoi. Une version de Snapchat faite pour l'iPhone 10. Voilà, c'est ça. Qui permet d'appliquer des masques. Mais cela dit, ça marche déjà très bien avec les anciens. Oui. Sauf que là, on va dire, il n'y a pas cette espèce de décalage qu'on a parfois. Ouais. Il n'y a pas cette cette petite latence, quoi. Voilà, d'accord. C'est pas aussi bien fait. Voilà, là, c'est vraiment incroyable. Quand on bouge les joues, le masque va s'adapter automatiquement. En tout cas, si ce genre d'usage prend avec l'iPhone 10, effectivement, forcément, la concurrence va
suivre parce que là, il va se dire ah ouais non mais moi si je veux avoir je parle de ça, mais il peut avoir des milliards d'autres applications. Mais là, ce sera effectivement une obligation. Le Digitimes, qui est un site taïwanais très bien connecté généralement avec les chaînes de production de Chine continentale, disait il y a quelques semaines que le nombre de commandes de modules de caméras 3D qui permettent a priori de faire la même chose que l'iPhone 10 ont augmenté dernièrement de la part de plein de fabricants de PC sous Android. Donc oui, il va y avoir certainement une Mobile World tendance. Congress, on aura peut-être déjà des prototypes de téléphones. Il est fort possible que ce soit le cas. Est-ce que Samsung va suivre le pas? A priori, de ce que disaient certains analystes, ils chercheraient plutôt justement la voie du capteur sous l'écran, s'ils y arrivent. Mais voilà, oui, effectivement, en tout cas, l'iPhone 10 va, comme les iPhones avant lui, certainement montrer une voie. Oui. Gonzague, alors je sais que tu suis régulièrement toute l'actualité liée à l'aérien. Et moi, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un spécialiste de chez Air France qui m'expliquait qu'il travaillait justement sur la reconnaissance faciale pour faciliter le parcours client. C'est-à-dire que demain, vous n'aurez plus de billet. Votre visage sera un billet. Et à partir du moment où vous aurez sécurisé tout ça dans votre téléphone, vous passerez tous les checkpoints simplement avec une caméra qui va vous scanner, qui dira bah oui, c'est Pierre Fontaine, ok, il va aller prendre tel vol, etc. Ça fait un peu peur. Ça fait peut-être un peu peur, mais c'est pas très sympa pour son visage. Mais Air France travaille là-dessus. Et on peut très bien se dire que finalement, l'empreinte digitale devient ringarde et que c'est encore plus transparent le visage finalement que l'empreinte digitale. J'avais vu une démo de Thales, je crois, sur ça, et qui est un peu. Il présentait le nouveau Paraf. Finalement, Paraf, c'est ce qui permet avec son passeport et ses empreintes digitales de passer des sas de sécurité. Enfin, quand ça marche. Quand ça marche, c'est-à-dire pas souvent. À peu près jamais. Et ils travaillent effectivement à ce système déployé le long de l'aéroport, ce qui est intéressant. Après, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais bon, ces infos, ils les ont déjà. Hein. Mais de toute façon, des caméras, il y en a déjà partout. Oui, enfin là, dans les aéroports, ça supposerait qu'on scanne votre visage pour qu'il soit stocké quelque part et que du coup, je suppose ouais, mais si tu prends l'avion, enfin moi, c'est bizarre parce que je suis pas d'accord avec toi. Si à partir du moment où tu prends l'avion, on sait que Éric Bourlou va prendre l'avion. Voilà. Donc si c'est simplement pour te faciliter la vie. Et là, on a encore plus de données biométriques qui me concernent. Donc, et d'ailleurs, ça, on doit par contre le dire pour Apple. On ne l'a pas dit ici, mais en revanche, sur l'iPhone 10, Apple, a priori, garde toutes ces informations sur le téléphone et c'est quelque chose qui défend. Comme l'empreinte digitale, comme avant, c'est dans la Secure Enclave, c'est une partie du processeur auquel eux ne peuvent pas accéder. Il y a juste le processus qui y accède, qui vérifie et c'est fini. Et c'est même pas une image en soi de nos doigts et de nos visages, c'est un calcul. C'est un modèle mathématique. Vachement intéressant. Mais c'est bien ce qu'ils font, Privacy by Design et tout. Ça, c'est génial. Ce que ne font pas les autres et c'est très intéressant versus. Ça, c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît chez eux. Alors c'est vrai que leurs produits coûtent très cher, mais chez Apple au moins on n'est pas le produit comme chez Google. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que certes ils développent leurs services, mais ils sont avant tout des fabricants de produits et que leur argent ils se le font sur le produit et pas avec les données des gens comme d'autres qu'on peut citer, Google par exemple. Voilà. Dernière question, parce que j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ou nous regardent se la posent. Quel iPhone prendre pour cette année ? Parce qu'entre l'iPhone 8, le 8 Plus et le 10... Je pense qu'il faut prendre un crédit, pas un iPhone. Ça, c'est la première étape. C'est une très très bonne réponse. En effet, c'est la première étape. Après, tout dépend de la grandeur du crédit. Non, mais comment choisir ? C'est vrai que c'est compliqué. Cette question, on se la pose et on en rigolait la dernière fois parce que c'est ridicule. Nous, on a un peu la chance d'avoir souvent accès aux nouveaux smartphones, mais tout le monde ne peut pas chaque année remettre 700, 800, 1000 euros dans un téléphone. 1300. 1300 jusqu'à 1300. Et en fait, il faut faire en fonction de la génération de téléphone que tu as. Si tu as un truc qui traîne et qui a plus de batterie, autant se faire plaisir. Non, mais là, j'étais justement dans cette optique-là. Entre le 8 et le 10. Enfin, voilà, un téléphone quelqu'un qui a un téléphone, je sais pas, mon iPhone 5 ou 5S et qui veut changer et qui a de l'argent de côté parce qu'il a envie de se faire plaisir, parce qu'il veut un iPhone. Il y a des gens qui sont prêts à investir beaucoup, même parfois investir dans un iPhone d'occasion, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils préfèrent avoir un iPhone d'occasion qu'un Android beaucoup plus spéqué, mais au même prix. Ça, c'est un choix. De toute façon, un Android d'occasion, ça vaut rien. Non, les Samsung. Non. C'était cadeau. Non, je plaisante. C'était gratuit. Le troll. Les iPhones, ça se dévalue pas beaucoup en occasion. Ça, c'est quand même génial et c'est ce que je trouve bien parce que les Samsung, les derniers Samsung ont quand même une certaine valeur. Oui, mais c'est vrai que ça baisse beaucoup plus vite. Parce que déjà neuf, ça baisse beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment plus une valeur psychologique qui reste et qui est intéressante et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si tu achètes un iPhone,
l'an prochain, si tu veux en changer ou dans 2 ans, tu n'auras pas perdu toute la valeur de ce que tu as investi. Et je trouve ça plus intéressant aujourd'hui que d'acheter un Android qui, dans 2 ans, n'aura plus de valeur. Et j'exagère un peu, certes, mais j'y crois. Pierre, comment choisir ? Compliqué. Il y a la question effectivement déjà de savoir quel téléphone qu'on a, quel budget on peut mettre. Et après, c'est des critères beaucoup plus subjectifs. Tout à l'heure, Eric disait, moi, un téléphone qui est tout design et un écran, ça ne me parle pas forcément. En revanche, il y a des gens dire, on a enfin un écran OLED super chiadé sur un iPhone. Pour moi, c'est un critère qui va me permettre de l'acheter. Donc, effectivement, si les gens sont à la recherche d'un design qui fait la part belle à l'écran, l'iPhone 10 s'impose de très loin, parce qu'il faut rappeler que l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, c'est quand même le design qu'on nous a sorti avec l'iPhone 6. En 2014, hein. Voilà, ça commence à... dater, il y a eu quelques tweaks de ci, de là, mais pas tant que ça. Donc effectivement, après il faut voir les critères. Non, moi ce qui m'inquiète c'est ton Touch ID. Mais tu vois, en c'est revanche, ce que tu dis avec le Touch ID. Si je suis prêt à investir plus dans un téléphone et que je me rends compte que finalement au quotidien j'ai fait une connerie parce que l'identification n'est pas aussi performante que mon précédent téléphone, là ça pose problème. Après c'est pas aussi rapide, mais c'est pas un calvaire non plus. Autrement, je pense qu'Apple n'aurait pas sauté le pas. D'accord. Et moi à l'usage effectivement, je suis particulièrement intransigeant avec ça. Donc les personnes qui sont intransigeantes avec ça peut-être devront dire oui, ou peut-être tester les deux pour voir. Ou essayer les deux. Mais voilà. Mais après, en revanche, on sait que d'un point de vue de la puissance, les trois sont égaux. À quelques pouillèmes près, donc voilà, ils ont la même puce, voilà, ça fonctionne de la même manière. L'appareil photo est légèrement meilleur sur le 10 visiblement. Oui, parce qu'il ouvre un petit peu plus, donc il rentrait plus de lumière, il y a une double stabilisation, donc les photos seront a priori moins floues, ou la montée en ISO sera moins nécessaire parce que l'image sera plus stable. Donc, tu le ressens dans les tests là actuellement ou pas ? Alors moi, la partie photo, je vais la laisser à Adrien qui est notre spécialiste. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Ça se ressent, mais sur quelques détails, c'est pas waouh, effectivement incroyable. Déjà, les photos de l'iPhone 8 Plus, je les trouve dingues. Je suis parti en vacances avec juste ça, et tu ramènes des trucs. Parce que c'est très énervant de te suivre sur Instagram. Mais la gestion du HDR qui est maintenant automatique, alors ça les autres le faisaient déjà, mais rien que ça change vraiment, et la dynamique, et puis l'écran est quand même ouf. Déjà, c'est très bien. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas envie de vendre 2 reins, prendre un crédit et vendre ta maison, tu peux t'acheter un iPhone 8 peut-être. Mais ça reste déjà assez cher. C'est clair. Ils sont tous aussi puissants. Il y en a un qui est compact et plus abordable. Il y en a un qui est un plus grand écran, mais un peu plus encombrant, mais a des capacités photo quasiment identiques à l'iPhone 10. Et puis il y a l'iPhone 10 qui est le compromis en taille, termes de taille-poids, entre les deux, qui fournit un grand écran. Et donc effectivement, quel meilleur, mais quel plus cher. Voilà. Et qui, on peut imaginer, va être le design futur des nouveaux iPhones l'année prochaine. Il est quasiment certain que l'encoche ne va pas disparaître tout de suite. Non, mais on a du mal à imaginer que les nouveaux iPhones présentés l'année prochaine par Apple auront encore le design de l'iPhone 6. Ça va être compliqué. On peut imaginer qu'ils vont pousser Face ID et que donc ça va les aider. Alors d'une part, ils vont vouloir pousser Face ID. A priori, ils auront accès à un plus gros pool de dalles OLED. Donc ça les encouragera peut-être effectivement à faire disparaître le Touch ID et à faire disparaître le design qui va avec le Touch ID, c'est-à-dire les grosses bordures, etc. Oui, a priori, en ça, effectivement, il montre le futur de ce que sera l'iPhone. Oui. En tout cas, si vous faites parmi ceux qui ont la chance d'avoir déjà un iPhone 10, est-ce que vous trouvez justement que le système d'identification est moins performant que par l'empreinte digitale ? Dites-le nous avec le hashtag DQJMM, vous savez, sur Twitter. C'est le hashtag de quoi je me mail. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Pierre, merci Eric et merci Gonzague. Merci. Et puis, voilà. À vous de choisir maintenant. Direction l'Apple Store. Voilà, au moins comme ça c'est clair pour Gonzague. Eric ne viendra pas avec toi, je pense. De toute façon, si tu ne l'as pas réservé, il ira visiter son cimetière d'Android. Beaucoup plus fun. Restez avec nous dans un instant, la suite de ce De quoi je mail, et ce sera avec Christopher Siminil et Raphaël Grabli. On va vous emmener en Chine et vous montrer une ligne de production de smartphones. Vous allez voir, c'est forcément passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.